moi je me bats contre le fait de dire que faire un UTMB par exemple c'est un exploit. Ça paraît un exploit essentiellement parce qu'on est dans une société où le moindre effort physique paraît démesuré. Depuis 70 ans, on a tellement diminué notre niveau d'activité physique de façon collective, ce qui fait qu'on est devenu très mauvais. Et donc si on a l'impression que ces efforts très longs sont des efforts surhumains ou extrêmes, c'est avant tout, de mon point de vue, parce que on n'est plus du tout apte physiquement, collectivement à faire ça. Et en d'autres termes, l'UTMB aurait paru beaucoup moins difficile à nos aïeux qu'à nos contemporains. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci. Ultra Trail, François Den, Kylian Jornet, UTMB, voire Thor des géants. Si l'ultra te fascine ou t'intrigue, cet épisode est fait pour toi. L'invité de ce jour, enfin je dis ce jour, mais l'enregistrement a été fait il y a quelques mois déjà, c'est Guillaume Millet, physiologiste du sport, ancien ultra-trailer, professeur de physiologie de l'exercice à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Il supervise également le programme d'aide à la performance de l'équipe internationale trail running de Salomon. Il a dirigé pendant 5 ans un groupe de recherche de 15 personnes sur la fatigue neuromusculaire à l'université de Calgary au Canada, a écrit 5 livres sur la physiologie du sport ainsi que de nombreux articles scientifiques sur la question. C'est donc un épisode très particulier que celui que je te propose aujourd'hui, avec un spécialiste qui fait référence en la matière pour mieux comprendre l'ultra et plus largement l'importance du mouvement dans nos vies. Bref, un épisode qui nous veut du bien, ça vaut la peine de prêter l'oreille. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipement, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Guillaume Millet. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de discuter pour une fois avec un spécialiste, parce que c'est vrai que François Den était passé sur le podcast, et du coup, ça interroge sur les hautes performances comme ça. On se dit, tiens, c'est extra-humain. Comment font-ils ? Est-ce qu'il y a des choses surprenantes au niveau de leur physique ? Qu'est-ce qu'ils travaillent ? Un petit peu les coulisses des exploits de ces athlètes. Et ça, c'est justement votre spécialité. Donc, ça va être un plaisir d'en discuter avec vous. Alors, j'ai appris beaucoup de choses parce que vous avez fait récemment une conférence avec Salomon à Chamonix. C'était bien à Chamonix, avec un nutritionniste, avec un autre ultra-trailer. J'ai oublié le nom de l'ultra-trailer qui était présent. C'était... Alors, il y avait un coureur du Team Elite Salomon qui s'appelle Sébastien Speller. Et puis, il y avait un coach, Diego Alarcon, qui était présent également. Ouais. Et le nutritionniste, c'est Anthony Berthoud, qui est bien connu aussi dans le milieu. Ouais. C'était assez sympa comme conversation. Je mettrai le lien dans les notes pour ceux qui veulent voir cette conférence de presse que vous avez faite. Non, c'est pas vraiment une conférence de presse, c'était vraiment une... Non, c'est une conférence tout court, ouais. Tout est en ligne sur YouTube, effectivement. Pour mon plus grand plaisir. Alors, j'ai appris d'ailleurs avec cette conférence que tout ce travail, même la digestion, c'était assez phénoménal. Vous avez brossé rapidement parce que chaque sujet aurait pu prendre 3 heures, ça c'est clair, vous avez été un peu pressé par le temps. Donc ici maintenant, on va prendre le temps à partir de
On va se focaliser parce que là, on parlait beaucoup aussi bien du marathon que de l'ultra. Ici, on va se focaliser sur l'ultra, qui reste la discipline, effectivement, qui fascine le plus. Et pourtant, le marathon a tellement de mérite également, mais ne se travaille pas du tout de la même manière. Alors, François Den a sorti un livre récemment où il parlait justement de sa passion et que, comme beaucoup de jeunes, on essaie de dire, bon, allez, jeune, marathon, va plus vite, l'ultra, c'est pour un peu après. Lui, il voulait pas entendre ça parce que son corps est très, très, très bien adapté aux ultras, apparemment. Qu'est-ce qui prédispose un peu plus, on va dire, à des formats ultra? Et puis pour d'autres, ça, c'est du travail. Ouais. Alors il y a effectivement des capacités physiologiques qui sont particulières et puis aussi je pense une envie, aussi et surtout une envie de passer du temps dans la nature et de faire des formats comme ça où l'on court, on va être pendant des heures et des heures et des nuits et des jours dans la montagne. Tout le monde n'a pas forcément envie de ça. Mais pour revenir aux aspects physiologiques, effectivement on est tous doués pour quelque chose et il faut trouver la discipline qui nous correspond le mieux. Et ça dépend de plusieurs choses, mais en particulier du type de fibres musculaires que l'on a dans nos muscles. C'est-à-dire que nos muscles sont composés pour chez tout le monde de fibres dites rapides et de fibres dites lentes. Et les fibres lentes sont plus résistantes à la fatigue, sont des fibres endurantes. Et certaines personnes, comme François Den, comme moi par exemple, parce que moi j'ai eu une biopsie musculaire où on m'a vraiment diagnostiqué pour les besoins d'une étude mon pourcentage de fibres lentes et rapides dans mon muscle quadriceps, et j'avais 86% de fibres lentes, donc ce qui est énorme. Et c'est pour ça que j'ai été, je pense, aussi naturellement attiré par alors j'allais moins vite que François Den, mais j'ai été aussi, comme lui, attiré par ces disciplines longues depuis tout jeune, quoi. Et je suis entièrement d'accord avec François que cette vision un petit peu, pour moi, traditionnelle de dire quand on est jeune, on fait des distances courtes et quand plus on vieillit et plus on passe sur des distances longues, je pense que cette vision, elle est un petit peu caduque et il n'y a aucune raison pour un jeune qui a envie de se lancer sur le long, il n'y a aucune raison de lui dire tu vas attendre d'avoir 40 ans pour t'y mettre. On peut tout à fait, les meilleurs l'ont montré, mais même d'autres, un peu moins bons, ont montré qu'on pouvait tout à fait terminer un UTMB, voire le gagner à 20 ans. Donc voilà, après, il ne faut pas commencer non plus à l'adolescence, il ne faut pas exagérer, mais pour des jeunes adultes, il n'y a aucun problème si c'est ça qui leur plaît, sans vouloir non plus en même temps griller les étapes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir tout de suite vouloir faire le Tour des Géants par exemple, qui est un double UTMB tout de suite, il faut un peu se laisser le temps. Mais en tout cas, monter assez vite sur des grandes distances, si c'est ce qui nous plaît, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Ouais, j'ai bien aimé un des coachs qui disait que quand quelqu'un faisait appel à lui pour faire une prépa de course, il disait, moi, mon objectif, c'est que cette personne, dans 10 ans, elle court toujours. Parce que c'est vrai qu'on peut préparer quelque chose à court terme et puis se griller, comme il disait, en 3 ans. Et puis d'arrêter dégoûté parce qu'on s'est trop blessé, parce que ceci, cela. Et donc ça, c'est peut-être un chouette avertissement déjà au départ pour ceux qui s'intéressent à ce genre de performance. C'est de vraiment viser la durée et pas parce qu'il y a une espèce de burning qui peut se faire aussi, hein. Ouais, mais ça, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut, on peut faire de l'ultra, avoir envie de faire de l'ultra parce qu'on est fait pour ça, parce qu'on a envie de le faire, et pas forcément en faire 10 par an. Donc, ce sont deux choses différentes pour moi. Il y a aller sur l'ultra et la façon de pratiquer l'ultra. Donc, on peut le faire de façon relativement raisonnable. Et puis ceux qui veulent y aller trop vite, c'est ça qu'on disait aussi. Trop vite, trop fort. Mhm. Ouais, mais on peut y aller relativement vite, mais si on reste raisonnable dans la quantité d'entraînement que l'on fait par an, et puis c'est surtout en fait sur la quantité d'entraînement qu'on fait par an qu'il faut y aller progressivement. Après, assez vite, on peut monter sur des distances assez longues, mais par contre, il faut pas multiplier le nombre de courses par an non plus. Il faut se laisser le temps de récupérer dans l'année, après chaque course, etc. Et si on a une approche un petit peu raisonnée et raisonnable, il n'y a pas de raison d'attendre 35 ans pour se mettre à l'ultra. D'accord, oui, on disait que c'était un des secrets de François Den, de ses succès à répétition. C'est justement qu'il ne courait pas tous les ultras disponibles sur une année. Mais François, c'est un bon exemple parce que lui, quand il a commencé à courir, ses entraîneurs, managers lui disaient, attends, tu vas pas tout de suite monter sur le format 100 miles, t'as le temps, etc. Et puis lui, il en a fait qu'à sa tête. Il disait, non, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai pas écouté l'épisode quand il est passé dans votre podcast, mais je l'ai déjà entendu par ailleurs. Et puis j'ai discuté avec son coach. Et voilà, il est un peu connu pour ça, notamment en disant non, moi ce que j'ai envie de faire, c'est l'ultra. Et puis il en a fait pendant des années au plus haut niveau. Il est encore là. Alors là, en ce moment, il est blessé, mais ça va pas durer. Sa carrière est loin d'être finie. En tout cas, je l'espère. J'en suis convaincu.
Non, dans le podcast, on n'en a pas parlé, mais il en parle dans son livre. C'est un peu dans le début de son livre, il parle de ce parcours où effectivement on a essayé de le pousser vers quelque chose d'autre, mais lui, ce qui C'est l'a ça. intéressé. Et comme vous dites, c'est le format nature aussi, hein. C'est vraiment avoir envie de passer beaucoup de temps en nature. Il me disait, tu sais, moi, c'est presque une excuse, les compétitions, devoir se préparer. Oh, zut, je vais devoir me préparer, mais avec un grand sourire aux lèvres. Genre, je vais devoir passer du temps en montagne. Il dit, pour moi, c'est ça le bonheur, quoi. Donc, finalement, c'est vrai qu'on parle beaucoup de nutri, de prépa, et ça a son importance, bien entendu. Mais est-ce que tu mettrais l'envie au-dessus de tout le reste, finalement? Au-dessus, je ne sais pas, mais si on est uniquement attiré par l'aspect compétitif, sans prendre de plaisir en allant en montagne, peut-être qu'on peut atteindre le haut niveau, mais on ne peut pas y rester, parce que ça demande tellement d'heures à faire, tellement de sacrifices. Alors ça, les sacrifices, c'est vrai dans tous les sports de haut niveau, c'est pas seulement en ultra. Mais là, les volumes d'entraînement sont encore plus importants que dans d'autres sports. Et du coup, si on n'aime pas ça et que c'est à chaque fois la corvée d'aller se dire, bon, faut que j'aille sortir 10 heures en montagne, c'est vraiment la punition. Je pense pas qu'on puisse durer tous les meilleurs, les Kylian Jornet, les François Den, etc. Ce sont des amoureux de la montagne avant tout. Donc, je sais pas si je le mettrais au-dessus du reste. C'est sûr que si il y a plein de gens qui adorent la montagne et qui sont pas à ce niveau parce qu'ils n'ont pas les capacités physiologiques ou mentales pour y arriver. Mais en tout cas, cette envie en fait partie. Moi, c'est des choses que j'avais pas forcément pris en compte, mais de plus en plus, j'en suis convaincu. Ouais. Ouais, c'est ça, comme on dit un peu dans les domaines mathématiques, condition nécessaire mais pas suffisante, je dirais même indispensable mais pas suffisante. Ouais. Alors, voilà. C'est ça. Et du coup, ça pose la question, on en a parlé un petit peu dans la conférence, ça pose la question un peu de la détection des meilleurs coureurs. Par exemple, avec Solomon, c'est une question qu'on va se poser, enfin qu'on se pose. Quels sont les meilleurs coureurs que l'on veut recruter pour devenir l'élite en ultra? Et ça va faire partie des critères, effectivement, qui par contre, c'est pas facile à évaluer. Ça, il n'y a pas de test de laboratoire pour évaluer ça. Oui. C'est vrai que c'est assez déterminant. C'est rigolo parce que j'enregistre beaucoup pour le moment et je parlais avec un grand reporter qui a un parcours vraiment hyper intéressant, et les conseils qu'il avait donnés à ses enfants, c'était vraiment de faire ce qu'ils aimaient par-dessus tout, parce que c'est là qu'ils seront bons. Je suis entièrement d'accord avec ça, ouais. Donc, il ne faut pas nécessairement forcer les choses. Je crois qu'effectivement, quelqu'un qui dit faut faire de l'ultra parce que ça le fait, pour se la péter, ça va pas durer longtemps, quoi. Et donc, voilà, je trouvais ça intéressant parce que c'est ce qui revient ici aussi, ouais. Et malheureusement, dans le cas de l'ultra, effectivement, il y a tellement une prééminence de l'UTMB, notamment sur tout le reste, qu'effectivement, quand on fait du trail running, on a envie, souvent, il y a des exceptions, mais globalement, quand même, les coureurs ont envie de performer à l'UTMB. C'est l'Everest, quoi. Voilà, c'est ça, même s'ils ne sont pas forcément adaptés pour ça, d'où la conférence qui montrait bien qu'effectivement, il y avait des qualités spécifiques. On peut être un très très bon trail runner et pas forcément un excellent ultra trailer. Ce sont quand même deux sports qui sont assez différents. Et comme c'est un peu la mecque, tout le monde veut le faire en n'ayant pas forcément ni l'envie ni les capacités de le faire. Je parle du haut niveau, tout le monde est capable de le faire. Pour terminer un UTMB, moi je suis assez convaincu que tout le monde, je dis bien tout le monde, sauf les gens qui ont des pathologies ou des handicaps, mais sinon tout le monde est capable de terminer l'UTMB, ça c'est à peu près certain. Mmh. Dis donc, j'ai envie de vous prendre au mot pour essayer, pour voir. Attends, je vais vous donner tort, vous allez voir ça. Non, il faut avoir, encore une fois, il faut avoir envie. Il faut avoir envie, il faut se préparer pour ça. Mais on peut y arriver. L'envie, oui, tout à fait. Et j'aimais bien aussi, on est dans la notion de plaisir en fait, tout à fait dans cette notion de prendre du plaisir aux entraînements, prendre du plaisir à sa discipline, parce que c'est vrai que si on prend du plaisir aux entraînements pour un ultra, c'est très 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 mal parti. Et j'ai eu le plaisir d'entendre parler de la plaisir de la nutrition, et juste la veille j'enregistrais avec un cuistot qui fait les saisons en Antarctique dans une station polaire antarctique, la Belge, Princesse Elisabeth, et on parlait de l'importance pour le moral, dans ces contextes quand même d'isolement, de froid, etc., que le repas était vraiment un moment qui avait une importance assez capitale. Et je vous ai entendu dire lors de la réunion aussi, en parlant nutri, que le plaisir, les gels, outre le fait qu'effectivement sur un ultra on ne tient pas avec juste des gels, mais avoir une nourriture qui nécessairement n'est pas pile poil la plus adaptée, mais celle qui va vraiment aider le moral à remonter, c'est important en fait.
Ouais, alors un peu aider le moral et puis surtout la nourriture qui va passer sur la durée. C'est ça qui est important. Oui. Effectivement, les gels, on va être assez vite écœuré. Donc après, non Mhm. seulement on prend plus de plaisir, mais on arrive tout simplement plus à les avaler parce que si on se force à les avaler, on va les vomir, on va être écœuré. Donc voilà, c'est pour ça que varier les saveurs, c'est important aussi. Ouais, Patrick Bauer m'avait dit qu'il avait eu des abandons de gens qui arrivaient avec leur gel, effectivement. Ouais. Ouais, au Marathon des Sables, c'était le même problème. Ouais. Et après, c'est la notion de plaisir, ça c'est une notion qui est quand même importante. La préparation mentale, en ultra en particulier, est aussi basée là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a, alors moi je, peux, moi je suis un physiologiste, hein, je ne suis pas un spécialiste de prépa mentale, mais enfin je connais quand même un petit peu ces techniques de self-talk, d'imagerie, etc., où on va justement faire appel à des images qui sont des images positives. Moi, par exemple, quand je courais à l'époque, j'avais commencé à travailler. À l'époque, c'était relativement peu développé. Ça l'est toujours pas énormément, mais un petit peu plus maintenant, avec un collègue que je salue, hein, qui s'appelle François Castel, qui a coécrit la partie justement prépa mentale dans mon livre, dont le livre, comme par hasard, s'appelle Ultra Trail Plaisir, Performance et Santé. Donc, c'est bien plaisir d'abord. Donc, vous voyez que on revient à cette notion de plaisir. Et voilà, donc il m'avait fait par exemple partir sur la course avec dans ma sacoche une photo de mes enfants que je sortais dans les moments difficiles, etc. Voilà, donc c'est ces notions de plaisir. Et puis pour rester aussi là-dessus, mais revenir sur un aspect un petit peu plus physiologique, il y a des études qui ont montré que lorsque l'on prend dans sa bouche une boisson sucrée, mais qu'on la avale pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apport énergétique, on a juste le goût sucré dans la bouche et on le crache, rien que ça permet d'améliorer la performance, et le fait d'avoir des boissons sucrées dans la bouche, ça active les zones de la récompense dans le cerveau, et ça diminue ce qu'on appelle la perception de l'effort, et finalement c'est ça le paramètre ultime de la performance, c'est cette perception de l'effort. Et tout ce qui va nous permettre de diminuer ça va permettre d'améliorer la performance, à tel point que moi j'ai créé un modèle. Je ne sais pas si on prendra le temps de le faire, de le détailler parce que ça prendrait un petit peu de temps et je vais vous laisser poser vos questions, mais un modèle qui est justement basé là-dessus, que j'ai appelé le modèle... Non, mais en résumé, c'est super intéressant. Ouais, c'est le flush model. Donc le flush model, ça sonne bien en anglais, en français ça sonne un peu moins bien parce que c'est le modèle de la chasse d'eau en fait. Et c'est le modèle, ça veut dire il est basé sur. Oui, c'est ça, tirer voilà. la chasse. Ouais. En fait, c'est plutôt le remplissage de la cuve une fois qu'on a tiré la chasse. Donc normalement, quand on a tiré la chasse, c'est le début de la course. Et ensuite, la cuve, elle se remplit. Et le niveau d'eau, c'est justement le niveau de perception de l'effort. Vous savez qu'on peut coter sur des échelles de 0 à 10 ou de 6 à 20. Vous avez entendu parler ça. En anglais, on parle de RPE. Et en français, de perception de l'effort. Bon, bref. Et tout ce qui va nous permettre de diminuer le taux de remplissage, en tout cas le niveau d'eau dans la cuve, va améliorer la performance. Et donc l'entraînement, la nutrition font partie des choses qui vont permettre d'augmenter cette perception de l'effort le plus lentement possible. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on va arriver Pourquoi j'ai pris cette image de la chasse d'eau ? Parce que dans les chasses d'eau, il y a une boule qui permet de juger du niveau de remplissage. Et quand on arrive proche de la fin, eh bien, on stoppe le remplissage. Et l'équivalent pour le coureur, c'est qu'il s'arrête, ou en tout cas qu'il ralentit très fortement son allure. Et donc voilà, cette image un petit peu, tout ça pour dire qu'effectivement la perception de l'effort, et donc associé avec ça le plaisir, est quelque chose qui est absolument fondamental. Et ça, pour terminer avec le modèle, ça montre bien également qu'il faut partir avec une cuve qui est la plus vite possible au départ pour éviter qu'elle soit déjà pré-remplie avant le départ de la course. Et notamment, ça fait appel aux notions, peut-être on en parlera, de sommeil. C'est-à-dire que quand on a mal dormi, on a déjà une perception de l'effort qui est détériorée au début de la course. Donc voilà, tout ça se tient. Je crois que François Den, il dit qu'il dort quasi pas à la veille d'une course de toute façon d'excitation, mais disons peut-être pas la nuit juste avant, la nuit d'avant, la dernière. Ça n'empêche qu'il faut essayer de ça. On ne peut pas faire grand-chose, effectivement. Encore que François, je suis un peu étonné qu'il dise ça, parce que François fait partie des gens qui sont connus pour être justement assez relax, mais c'est possible, s'il l'a dit. Je comprends peut-être avec un autre, mais... Par contre, je pense qu'il a bien dormi les nuits d'avant, et il faut essayer justement de stocker du sommeil. Mais ça, c'est un autre débat. J'essaye de pas trop parler parce qu'en général, quand je commence à faire des longues réponses comme ça, c'est pas très bon signe. Il faut que j'essaye de me mesurer et laisser poser les questions.
Mais moi, c'est rien, je suis là pour apprendre. Et si tu veux, on peut se tutoyer. Hein. Ouais, on peut se tutoyer, ok, ça va. Cette histoire de flush, moi, ça m'intéresse beaucoup. Quelles sont les techniques alors qui sont utilisées donc, pour qu'on arrive bien. Donc, celui qui s'entraîne à fond juste avant sa course et qui, quelque part, arrive à son entraînement en disant oh, faut enfin la course parce que là, j'en ai plein le dos, ça va pas bien se passer. Ouais, donc il faut arriver effectivement en étant déjà reposé avant la course. Donc il faut s'entraîner fort, ça c'est sûr, être le plus entraîné possible. Mais par contre, le plus on s'entraîne, le plus on développe ses qualités, mais le plus on se fatigue. Et donc il faut arriver à diminuer suffisamment avant pour garder et en continuer à s'entraîner quand même pour maintenir une espèce de stimulus d'entraînement, mais en allégeant grandement l'entraînement pour maintenir les qualités physiques mais en diminuant la fatigue. Et c'est la combinaison des deux qui va nous permettre d'arriver dans un état de performance le plus élevé possible au départ de la course. Alors, il commence à diminuer comme ça, 10 jours avant ou on parle d'un mois avant ? Alors, ça dépend des courses. Sur des ultras, moi, j'ai tendance à conseiller de commencer à baisser jusqu'à 3 semaines avant. Sur des courses plus courtes, ça sera plutôt une semaine à 10 jours. Ouais. Mais sur un format 100 miles de type UTMB, ça va être jusqu'à 3 semaines. Alors, on va pas complètement arrêter pendant 3 semaines. Il faut garder un stimulus d'entraînement. Par contre, on va diminuer fortement et puis garder l'intensité, mais diminuer très fortement le volume. Donc, c'est ce qu'on appelle l'affûtage. Dans le jargon. Ensuite, donc faire très attention à son alimentation avant les courses et puis très attention, comme je l'ai dit juste avant, au sommeil. C'est-à-dire essayer vraiment de dormir et nous, on a essayé de documenter ça d'un point de vue scientifique. Alors, pas avec des coureurs d'ultra, c'était plutôt une étude de laboratoire où on a fait dormir des gens, on a fait ce qu'on appelle du sleep banking ou de l'extension de sommeil en français. On a fait dormir des gens, on a essayé de les faire dormir 2 nuits de plus, 2 heures de plus par nuit pendant 6 jours. Donc, à la place de se coucher, c'était des gens qui avaient l'habitude de se coucher à 11 heures, on les mettait au lit à 9 heures. D'accord ? Et on a vérifié avec des petits capteurs qu'ils dormaient bien plus. Alors, ils ne dormaient pas 2 heures de plus, mais ils arrivaient à dormir 1 heure de plus quand même par nuit. Et après, on les a soumis à une privation de sommeil. Et le fait d'avoir accumulé du sommeil avant la privation de sommeil améliorait leur performance mentale, c'est-à-dire cognitive, mais également physique. Et donc ça, c'est pas en condition ultra, mais c'est tout à fait applicable et même encore plus, les résultats seraient encore plus spectaculaires, j'en suis convaincu, si on s'adressait à des coureurs d'ultra trail. Ah, c'est intéressant ça. Donc, dans la performance, il y a bien sûr donc, le sommeil et donc effectivement ceux qui ont vraiment du mal à récupérer. Je crois qu'il y en a à certains relais qui arrivent à faire un switch-off pendant 5-10 minutes et puis c'est reparti. S'il y en a qui n'y arrivent pas du tout, c'est clair que c'est une grande force alors quand ceux qui arrivent à faire on-off. Ça dépend de quel format on parle. Si on parle d'un format de type 100 miles, les premiers, c'est certain, la première moitié des coureurs n'ont pas forcément besoin de s'arrêter. Pour les autres, effectivement, ça peut être utile de faire des micro-siestes, des power naps, comme on dit, mais de 10-20 minutes maximum, dans tous les cas. Ouais. Mais des Kylian et des François, Den, ça c'est... Pas utile pour eux, non. C'est parti. Mais pas seulement eux. Moi, je pense même qu'on peut faire 2 nuits sans forcément dormir si on a bien pris la peine de dormir énormément avant, de ne pas arriver avec un déficit de sommeil. On peut y arriver et pas forcément en détériorant ses performances. Maintenant, effectivement, quand on passe 2 nuits complètes dehors, faire un petit somme de 20 minutes ou 2, ça peut être utile. Et après, de toute façon, en général, les gens qui sont à ce niveau de la course, ils ne sont pas à 20 minutes près, ce qu'ils veulent, c'est de terminer. Leur objectif, c'est de terminer, ce qui est déjà tout à fait louable. Et donc, autant se préserver un petit peu, effectivement, et dormir un peu. Donc, je te conseillerais quand même. Kylian, je crois que lui, c'est un profil beaucoup plus versatile. Je crois que lui, il peut courir un peu plus du court, du long. Il est assez complet, non C'est un peu une exception, Kylian. Ouais. Je crois que ça a été dit pendant la conférence, effectivement, le seul qui est capable de gagner à la fois, quand on parle de gagner, on parle bien sûr des courses réputées, parce qu'on peut toujours gagner des petites courses, ça c'est assez facile, pas pour moi, mais pour certains. Mais on parle de courses de haut niveau, donc les Golden Trail Series par exemple sur le court, et puis les grands ultras, les 100 miles américains, l'UTMB, le Grand Raid de la Réunion, etc. Donc lui, il fait partie effectivement des rares, pour pas dire le seul qui est capable de gagner sur les deux formats. Donc il est vraiment, on a beau tourner les choses dans tous les sens, il est quand même vraiment exceptionnel ce Kylian Jornet.
Qu'est-ce qui a créé ces spécificités? C'est une combinaison de génétique et puis de vie, d'entraînement qu'il a eu pendant sa vie. C'est-à-dire qu'il a sans doute une des meilleures VO2 max du monde, mais pas forcément plus élevée. C'est pas la meilleure du monde, hein. Enfin, c'est difficile de comparer de toute façon. En tout cas, il a vraiment un énorme moteur, donc une très bonne génétique. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui, on l'a dit déjà un petit peu, qui a été dans la montagne depuis tout jeune, donc il a aussi une très grande endurance. Et donc il a les deux, c'est-à-dire que quelqu'un comme François Den, pour moi, a une meilleure endurance encore que Kilian. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment l'archétype de l'ultra-trailer. Et pour moi, François, ça reste, jusqu'à preuve du contraire, le meilleur ultra-trailer du monde. Je le mettrais au moins au même niveau que Kilian, voire au-dessus. Bon, là, en ce moment, comme il est blessé, que Kilian continue à gagner au niveau palmarès. Bon, bref, on va pas. De toute façon, c'est pas un concours de palmarès, hein, on s'en fiche un petit peu de tout ça. En tout cas, il est au moins au même niveau. Par contre, Kilian ce que n'est pas capable de faire François, Kilian est capable de gagner sur des distances courtes grâce à ce moteur qu'il a, qui est au niveau des meilleurs. Et inversement, il y a des gros moteurs, un Rémi Bonnet par exemple, mais n'a pas la même endurance, donc ne serait pas capable de gagner l'UTMB. Et Kilian est capable de rivaliser à la fois avec, alors peut-être maintenant peut-être un peu moins, il prend quand même aussi de l'âge, hein, donc il est un petit peu moins rapide, mais en tout cas, on a encore vu l'an dernier qu'il était capable d'aller encore très vite. Et chaque année qui rendra pour lui plus difficile des performances sur le court, mais je suis sûr qu'il est capable encore de me faire mentir, il est tellement exceptionnel. Et alors, ta consultance auprès des équipes comme ça, Salomon, etc., que fais-tu avec eux? Que travailles-tu avec eux? C'est très particulier en fonction des demandes des athlètes. C'est-à-dire que certains athlètes me demandent de les aider à réfléchir sur un plan de récupération, d'autres sur encore ce matin, un plan pour s'acclimater à la chaleur, d'autres sont venus faire des tests dans mon laboratoire à Saint-Étienne. Donc voilà, d'autres ne sont pas intéressés du tout par le suivi scientifique. Donc en tout cas, c'est un service que Salomon a souhaité mettre en place, en plus bien sûr de tout le service matériel et de leur donner le matériel, les prototypes qui sont très adaptés aux conditions de chaleur, de neige, de cailloux, enfin que ce soit au niveau du matériel, bien sûr les chaussures avant tout, mais aussi les sacs, le textile, etc. Donc ils font ça depuis très longtemps, hein, puisque ça reste jusqu'à preuve du contraire la meilleure équipe du monde. Et là cette année ils ont souhaité adjoindre du service aux athlètes un peu plus élargi. Et voilà, donc on a ce suivi scientifique, et puis en parallèle on va aussi travailler sur mettre en place des recherches qui existent. Bien sûr, il y a des scientifiques, hein, à Salomon, hein, c'est pas nouveau, qui les aident à développer les produits. Mais on va aussi travailler sur des projets pour les sportifs, pas seulement pour les athlètes élites. Mais là, pour l'instant, c'est pas encore officiel, donc je peux pas trop en parler. Ça reste un petit peu secret, entre guillemets. D'accord. Non, je me souviens effectivement, je me dis, bah ouais, oui, quelque part, j'aurais peut-être dû m'en douter, je suis peut-être un peu naïve, mais quand j'avais eu le plaisir d'aller interviewer François, j'avais attendu un petit peu et j'étais avec quelqu'un, je me demandais, qu'est-ce que vous faites? Et je dis, ouais, c'était le chausseur de François, quoi. C'est celui qui étudiait les chaussures pour François, parce qu'il a un pied assez fin, la spécificité, etc. Je me dis, ah ouais, ça va quand même jusque-là, les chaussures sur mesure. Je dis, ben oui, c'est évident, je crois qu'un athlète professionnel rigolerait en me disant, mais enfin, tu tombes des nues, c'est normal, mais moi, ça m'avait épaté. Et depuis, j'appelle ce monsieur dont j'ai oublié le nom, le chausseur du roi. Mais je trouvais ça tellement... Enfin, c'est génial. Donc, le matériel technique, mais oui, ça va aussi évidemment avoir son importance. Des chaussures qui font mal aux pieds après les 90 premiers kilomètres, puisque ce n'est que les premiers pour eux. Il y en a qui se disent, ah ouais, là, je commence à me sentir bien en forme à partir de 90 km. Moi, je regarde, c'est quand même très impressionnant quand on est dans ça. Mais c'est là que la chaussure va vraiment commencer peut-être à faire la différence, et si elle fait son taf. Oui, alors après, les chaussures sont aussi importantes sur des distances courtes, hein, pas seulement sur du long. Il y a pas que des ultra-trailers dans le team Salomon. Il y a aussi des gens qui font du court, comme Rémi Bonnet par exemple. Et bien sûr, lui aussi a besoin d'un matériel optimisé. Alors c'est pas le même matériel, hein, et chaque matériel a ses spécificités en fonction notamment de la distance, mais pas que, du type de terrain, du dénivelé, etc. Et donc tous les athlètes sont traités de façon individuelle, ce qui est la moindre des choses pour des athlètes de haut niveau.
On a parlé un peu de l'aspect sommeil, on a parlé de l'aspect nutrition un petit peu, pas énormément, mais enfin, on va pas en faire trop là-dessus, mais c'était un aspect intéressant. Moi, je me souviens d'une interview avec des trailers avant qui m'avaient dit qu'effectivement, si on n'arrive pas à bien digérer, ça, c'est ce qui peut casser quelqu'un qui a dans d'autres parts de très très bonnes performances, mais s'il n'arrive pas à s'alimenter, c'est foutu, ça n'ira jamais pour des formats surtout longs, quoi. Donc ça, c'était aussi intéressant, voir aussi pas trop de sucre. Moi, j'ai tendance à dire qu'une bonne alimentation ne fait pas forcément gagner une course, en tout cas, elle peut la faire perdre de façon certaine. Au niveau des caractéristiques physiques, on en a parlé, mais aussi les profils de blessures. Parce que j'entendais dire qu'à un moment, les blessures très légères, évidemment, sont quasi inévitables dans du très très long. Et donc, ça va être la gestion aussi de cette fatigue musculaire, d'éventuellement des petits bobos qui va intervenir. Quels sont les genres de blessures auxquels on penserait peut-être pas quand on est au niveau pro? Ouais. Alors, déjà, on peut commencer par dire que les coureurs se blessent, ça c'est vrai, mais pas seulement les coureurs d'ultra. Tous les coureurs se blessent, et un peu quel que soit le niveau, pour des raisons sans doute différentes. Peut-être certains, c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne hygiène de vie qui va avec leur entraînement. D'autres, c'est effectivement parce qu'ils en font un peu trop ou parce qu'ils n'ont pas la récupération suffisante ou adéquate. Donc ça va un petit peu ensemble parce qu'on peut arriver à courir pendant de nombreuses années, y compris à haut niveau. Et ça, c'est important de le préciser parce que finalement, les coureurs de haut niveau, c'est ceux qui vont s'entraîner le plus. Donc c'est pour eux effectivement que ça devient plus compliqué parce que la blessure, en tout cas le type de blessure dit de surcharge, elle survient lorsque l'organisme n'a pas suffisamment de temps, parce que à chaque fois qu'on va s'entraîner, ça va être comme une agression quelque part pour l'organisme qui va se défendre, essayer de se reconstruire plus fort. Et pour ça, il a besoin de temps. Et si on lui laisse pas le temps de le faire, et c'est pour ça que la progressivité est importante aussi. C'est-à-dire que quand quelqu'un augmenterait son volume d'entraînement de 50% d'une année à l'autre, par exemple, eh bien, ce serait un step trop important pour l'organisme. Et là, le risque de blessure, il est important. C'est pour ça que cette notion de progressivité, elle est importante. Mais la première peut-être idée reçue, c'est de se dire que oui, seuls les coureurs d'ultra se blessent. Enfin, je sais pas si c'est une idée reçue, mais en tout cas, c'est pas vrai. Tout le monde se blesse. Et ceux qui s'entraînent le plus, pour moi, c'est plus une histoire de niveau de performance que de course, de distance de course. C'est vrai que globalement, il n'est pas complètement faux de dire que quand on veut s'entraîner, préparer une course comme un UTMB, on a besoin de s'entraîner plus que quand on veut préparer un 10 km. Mais quand on regarde les coureurs de haut niveau, finalement, les coureurs de haut niveau qui sont sur la piste s'entraînent énormément, beaucoup plus que la majorité des coureurs amateurs qui s'entraînent pour l'UTMB. Donc c'est plus une question de niveau de performance qu'une question de distance de course finalement. Voilà, après les autres, alors moi je suis pas un spécialiste des blessures, mais il y a évidemment tout un tas de blessures différentes qui peuvent être des blessures. Donc là, les plus compliquées à éviter, c'est les blessures de surcharge. Et puis après, on a toutes les blessures traumatiques de type entorse liées à la chute, etc. Où là, il y a un peu de travail prophylactique à réaliser avec des exercices de proprioception, d'équilibre, etc. qui permettent d'éviter un peu au moins ces blessures-là, quoi. La fatigue peut aussi induire ce type de blessure. On est moins alerte quand on est fatigué. Alors la fatigue au sens large du terme, que ce soit la fatigue musculaire ou la fatigue globale, en particulier si on ne dort pas assez. Donc ça peut être aussi une source de blessure. Le sommeil est important parce qu'il permet de récupérer, notamment le sommeil lent profond, mais il permet également d'être préserver son agilité, on pourrait dire. Et voilà, donc les gens qui dorment pas suffisamment parce qu'ils ont pour différentes raisons, par exemple, ils ont des modes de vie très actifs, ils ont un travail très prenant à côté, mais ils veulent absolument faire de l'ultra malgré tout, ils veulent s'entraîner malgré tout. Ces gens-là s'exposent à la blessure parce qu'ils se donnent pas les moyens ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le temps, tout simplement, de récupérer de façon adéquate. Moi, je pensais justement, est-ce qu'il y a du coup en course, est-ce qu'il y en a qui utilisent certaines méthodes d'auto-hypnose pour se reposer tout en courant quand le terrain n'est pas trop irrégulier? Il y en a qui font ça. J'ai interviewé récemment une plongeuse incroyable, une plongeuse spéléo, donc c'est très 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 engagé, et qui a réussi à
à utiliser cette technique pour dormir un peu tout en étant en train de faire un truc, mais vraiment pur qu'un marathon. C'était descendre toute une rivière, etc. Mais dormir solo, je dis ah bon. Ça c'est par phase justement avec l'auto-hypnose, c'est pas des sommeils profonds, mais des mini sommeils de récup. Il y en a qui font ça sur un ultra trail. Ça, je saurais pas le dire. C'est quand même des terrains qui sont changeants, etc. Donc, on a besoin d'être quand même en état de veille, hein. Sinon, pour le coup, on risque, je pense, une blessure assez facilement. Ouais. C'est pas comme si on était sur un vélo ou si on marchait avec quelqu'un qui. J'ai entendu parler de choses comme ça, par exemple dans des équipes. Avant, je faisais un peu du raid multisport où par équipe, effectivement, on peut mettre la main, par exemple, sur l'épaule de celui qui nous précède et puis avoir une espèce de semi-sommeil comme ça ou de semi-hypnose, je sais pas comment on peut appeler ça, tout en marchant. Mais quand on court, qu'on est tout seul dans la montagne, c'est quand même un peu plus compliqué, de mon point de vue. Casse-gueule, pour être poli. Voilà, c'est ça. Quand tu parlais de blessures de surcharge, excuse-moi pour ceux qui, comme moi, ne sont pas des gens du milieu, c'est quoi les blessures de surcharge? C'est la répétition des efforts. Donc, tous les chocs que l'organisme subit, foulée après foulée. Donc là, ça dépend du nombre de foulées, donc du nombre d'heures d'entraînement. C'est différent d'une entorse, par exemple, qui peut arriver au bout de 5. Et donc, ça va être quoi? Des micro-fractures? Ça va être des... Ouais, ça va être des stress fractures, donc des fractures de fatigue. Il y a pas mal d'athlètes qui ont ça. Ça va être des tendinopathies, ça va être ce genre de choses. D'accord. J'avais entendu un truc super intéressant et amusant. C'est un effet très positif du Covid qu'il y a eu justement sur les blessures. Vous parliez du fait qu'avec le Covid, on essaie de s'entraîner autrement, notamment par du renforcement musculaire, un peu plus que d'habitude, sans doute, par nécessité, pour pouvoir faire quelque chose en étant confiné. Et qu'après, on s'est rendu compte qu'il y avait moins de blessures. Et du coup, c'est vraiment rentré dans les protocoles d'entraînement maintenant, c'est d'avoir c'est beaucoup plus, enfin, intensifier un peu plus les séances faire davantage de séances de renforcement musculaire. J'ai trouvé ça intéressant comme l'impact positif du Covid. Ouais, c'est Diego, le coach là qui disait ça effectivement. Donc eux, ils ont plus mis l'accent avec leurs athlètes effectivement apparemment, hein, donc pendant le Covid pour essayer de les maintenir actifs, et du coup ça a donné un petit peu plus l'habitude aux athlètes d'en faire. Alors c'est pas nouveau, hein, de dire il faut s'entraîner en musculation lorsque l'on fait de la course à pied. Les sportifs d'endurance d'une façon générale ont été, ou elles le sont toujours d'une façon quand même globale, assez réticents à faire de la musculation parce qu'on a toujours cette peur de prendre de la masse musculaire, et il y a cette notion qui est avérée par ailleurs, qu'il faut être léger pour être performant, et ça c'est juste. Il n'empêche que faire du renforcement musculaire, toutes les études l'ont prouvé, est quelque chose d'indispensable à la fois pour la performance et pour la prévention des blessures. Et évidemment, si on est moins blessé, on sera aussi plus performant. Donc, in fine, c'est quand même la performance qui est visée. Mais même juste en termes de santé, la musculation est un plus, et c'est même pas un plus, c'est un passage obligé. Et donc, effectivement, et lorsque l'on fait de l'ultra, sans doute, ou du trail, sans doute encore plus que sur d'autres disciplines. Et donc le coach de François Den, hein, qui s'appelle Christophe Mallardet, moi j'aime bien quand il a utilisé cette expression, on disait voilà, les coureurs de route ou sur piste sont des berlines, et les ultra-trailers sont des 4x4. Et donc les 4x4, ils ont besoin d'un châssis qui est solide, et donc de renforcement musculaire encore plus que les autres, et je partage cet avis. Et je pensais aussi aux entraînements, et c'est vrai que j'ai dit j'en parlerai plus de nutrition, mais il y avait quand même un aspect hyper intéressant, c'est de voir qu'on pouvait tout à fait entraîner sa digestion, la digestion de ce dont on allait avoir besoin pour un ultra-trail. Donc on peut même entraîner les boyaux. C'est ça, ce sont des choses qui sont un petit peu plus récentes. Peut-être qu'on en a un petit peu trop fait du coup par rapport à ça, mais apparemment oui, c'est vrai. Si on s'entraîne à consommer des glucides à l'effort, eh bien on sera capable de le faire en compétition. Donc ça, c'est valable surtout pour le coup pour des courses un petit peu plus courtes, où on va avoir besoin effectivement d'énormément de calories en même temps. Sur l'ultra, ce qui va compter avant tout, c'est notre capacité à maintenir une alimentation dans le temps, comme on a dit tout à l'heure, avec les petites astuces, hein, en termes alimentaires, de varier les saveurs, etc. Tout ce dont on a parlé tout à l'heure.
La tête, hein, donc ça, on a abordé le sujet un petit peu, mais donc la préparation mentale des athlètes, ça, je pense que c'est vraiment. Enfin, j'avais lu un livre très très bien fait d'un autre ultra trailer qui m'avait fait hurler de rire. C'est Dean. Je te repite toujours son nom. Je sais plus si c'est Carzanes ou Carnazes, l'américain. Ouais. Tu vois qui c'est? Ouais, oui, je vois qui c'est, ouais. Et tu sais si c'est Carzanes ou Carnazes? Je crois que c'est ni Je l'un sais ni plus l'autre. lequel. J'aurais dit, mais moi je saurais pas me dire mieux que Tom, mais je suis pas sûr que ça soit un des deux. C'est encore, je l'ai peut-être même quelque part dans la bibliothèque là. Enfin, très fier de ses origines grecques, Ultramarathon Man, a hurlé de rire. Il écrit bien. Et donc lui, il disait toujours les premiers kilomètres, on les court avec les jambes, les derniers, on les court avec le cœur. Donc effectivement, avec le mental, en fait. C'est le mental qui fait tenir ou qui fait abandonner, parce que c'est plus vraiment le physique qui tient. Évidemment, oui, il y a une préparation, mais c'est vraiment la tête à un moment qui prend le relais pour pousser la machine encore un peu plus loin que ce que la machine aura envie de donner. Comment ça se prépare, ça? Je sais que ce n'est pas ton secteur spécifique, mais tu dois quand même en connaître un petit bout dessus, suffisamment pour déjà Alors, nous en parler un peu. moi je crois que ça, comme pour le reste, il y a une composante génétique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont naturellement tough, comme diraient les anglo-saxons, naturellement solides mentalement, et d'autres qui le sont un petit peu moins, Dur à mais cuire. dur à cuire, voilà. Et comme pour le reste, ça s'entraîne. Et effectivement, donc c'est pas mon domaine d'activité, mais c'est ce qu'on peut dire quand même malgré tout, c'est que cette préparation mentale, c'est quelque chose qui reste, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais qui reste largement sous-utilisé par les athlètes. Et quand les athlètes sont demandeurs, c'est pas forcément très facile de trouver des gens qui sont compétents. Alors maintenant, il existe des diplômes universitaires de préparateurs mentaux, etc. Mais ce sont pas forcément des gens qui sont voilà, c'est compliqué quand même, je pense encore plus que la préparation physique. Or, on peut trouver assez facilement des gens qui sont compétents en préparation physique, mais parce que justement c'est un peu plus compliqué, c'est difficile de trouver. Déjà, c'est plus récent, et je pense que c'est plus difficile de trouver des gens qui sont vraiment compétents en préparation mentale. Il y en a, on en connaît un certain nombre, on va pas citer de nom pour pas. Il n'y a pas de programme taille Voilà, unique. et les données sont. Alors, l'entraînement, de toute façon, n'est jamais une science, que ce soit l'entraînement physique ou l'entraînement mental, mais l'entraînement mental est encore moins documenté scientifiquement. On peut encore moins s'appuyer, et ça existe, hein, bien sûr, des études, mais peut-être encore moins que dans le domaine physique. Et donc, voilà, je pense que les différences de performance des coachs mentaux sont peut-être encore plus importants que dans les coachs physiques. Enfin, c'est tout à fait gratuit ce que je dis là, mais j'ai tendance à penser ça. Et voilà, donc après, connaître les techniques de préparation mentale dont on a un peu parlé tout à l'heure, hein, de self-talk, je sais jamais comment on dit en français, d'imagerie positive, etc. Toutes ces techniques, ça peut être d'hypnose, toutes ces techniques-là. Les connaître, c'est une chose. Ensuite, De visualisation la aussi. visualisation, voilà, les appliquer, c'en est une autre. Et ce que je sais, c'est que les bons coachs mentaux ont tendance à essayer de greffer cette préparation mentale sur des séances d'entraînement physique, justement. C'est pas du travail à part qui se fait le physique d'un côté et la préparation mentale dans l'autre. De plus en plus, il me semble, mais encore une fois, c'est pas vraiment mon domaine. Les deux sont intriqués dans l'entraînement. Et ça a du sens de le travailler comme ça. Voilà, donc avec l'utilisation par exemple d'images ressources, d'imagerie mentale ressources qu'on va utiliser à l'entraînement. Si on n'a pas l'habitude de le faire, c'est bien beau de se dire on connaît la technique, et puis quand ça sera dur en course, je vais l'utiliser. Ben, c'est un peu comme l'alimentation. On pourrait reprendre l'exemple de dire je sais ce qu'il faut manger, donc quand je serai en course, je vais manger le bon aliment. Non, sauf que si je me suis pas entraîné, si j'ai pas vérifié que c'était effectivement ça qui me convenait, il y a des chances que ça se passe mal. Et ben la préparation mentale, c'est la même chose. On peut se dire oui, j'utiliserai telle ou telle technique, telle ou telle image quand ce sera difficile. Or, c'est des choses qui se travaillent comme le reste. Ouais.
Le mental va se ralentir aussi. Avec l'effort physique, c'est connu que le cerveau va commencer à s'organiser un petit peu autrement et c'est pas vraiment la fonction cognitive qui va être la plus active. Donc, si quelque part, c'est un peu comme si on s'était jamais entraîné à courir le marathon puis qu'on fait le marathon, les muscles ils vont pas être d'accord. Un peu aussi, si on n'a pas entraîné le cerveau à cette routine de visualisation ou d'image positive ou quoi, c'est pas en plein effort qu'il va s'y mettre. Quoi. Alors, ça dépend un peu du niveau d'intensité, c'est-à-dire sur les efforts et puis de la fatigue. C'est plutôt quand on arrive dans une situation de fatigue où ça devient compliqué. Et donc ça, il faut l'expérimenter effectivement à l'entraînement. Et c'est une des raisons pour laquelle moi j'ai proposé pour les coureurs d'ultra le concept de week-end shock. Donc les week-end shocks, ce sont des blocs de 2 ou 3 jours. J'ai appelé ça week-end parce qu'en général, les gens ont du temps le week-end, mais évidemment, ça marche si on fait ça le lundi et le mardi, de 2 voire 3 jours où on va s'entraîner dans des conditions réellement spécifiques à son ultra. Et ça, c'est vrai pour les aspects matériels, pour les aspects alimentaires, pour les aspects musculaires, mais aussi pour les aspects mentaux. Et donc, c'est notamment lors de ces week-end shocks que l'on va aussi pouvoir travailler de façon très spécifique la préparation mentale. Ouais. Parce que j'entendais quand même des trilogues qui me disaient, oui, on fait une map de tout ce qu'on va faire à quel moment, à telle heure, faut s'arrêter pour mettre la couche supplémentaire, etc. Avant que ça soit ça. Il dit parce que quand tu es dedans, tu n'as pas envie de t'arrêter, tu deviens un peu comme un gosse déraisonnable. Ça, c'est la théorie, mais si on ne l'a pas mis en pratique, on n'arrive jamais à mettre en pratique ça, on n'arrive jamais à le faire de façon efficace en tout cas, si on ne l'a pas expérimenté et si possible plusieurs fois. Après, ça s'appelle l'expérience, mais plutôt que d'attendre de faire des erreurs en compétition, essayer de l'anticiper à l'entraînement, c'est quand même une bonne idée si on veut éviter de s'inscrire à 15 courses avant de pouvoir en terminer une. Mais sinon, c'est l'histoire comme avait dit un trailer, avec son coach, justement, ils avaient vu toutes les étapes à faire à ce moment-là en se disant sur le terrain, on n'aura pas envie d'être raisonnable. Alors c'est pour ça qu'il faut se souvenir du soi raisonnable qui a réfléchi ça à l'avance et se dire, il n'y a aucune concession avec moi-même. Ça, j'ai décidé qu'il faut le faire à ce moment-là pour de bonnes raisons. Je le fais, même si j'ai pas envie de m'arrêter à ce moment-là. Mais j'y repense parfois, tu sais, tout bêtement, mais au boulot, parfois, quand je vais avoir des semaines épouvantables, je prends la peine de planifier à l'avance et je me dis ça, ce sera sans concession. Je vais dormir à telle heure, je vais ça. Parce que j'aurais pas envie à ce moment-là. Ça, je le sais déjà. Mais donc, essayer de faire. Et je repense, je me dis, tiens, c'est les mêmes techniques qui peuvent servir un peu partout, parfois, en transposant, bien sûr, à ma modeste échelle. Mais... Ouais. Donc, ça, c'est bien, effectivement, c'est bien d'avoir des plans, d'essayer de se tenir. Hein. C'est une discipline, une autodiscipline. Et c'est bien aussi de savoir en sortir quand les conditions l'imposent. Et ça, c'est vrai en ultra et c'est vrai dans la vie. Et moi, je crois que l'ultra, c'est une bonne école de la vie. Alors, c'est très pompeux et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sourient quand on dit ça. Mais ça m'est égal. Moi, je crois que c'est la vérité. Pour ces personnes qui sont en ultra-trail, est-ce qu'il y a des adaptations physiques auxquelles on ne s'attendrait pas? Surtout que tu travailles surtout avec des gens qui vont en altitude. On a parlé de l'UTMB, mais il y a beaucoup d'ultra-trail qui se font un peu dans les montagnes. Ils aiment bien ça. Et toi, c'est une des choses que tu étudies, c'est l'altitude, non? Ouais, alors c'est pas ma spécialité, mais ça m'est arrivé d'étudier notamment la fatigue dans des conditions d'hypoxie, effectivement. Et donc la question, c'était quelles sont les adaptations? Oui, les adaptations physiques en ultra, mais avec l'altitude, hein. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attendrait pas? Non, le fait d'être en ultra, il n'y a pas de spécificité par rapport à l'altitude. Ce qui compte en altitude, c'est le temps qu'on y passe et le stress hypoxique, c'est-à-dire la dose d'altitude, c'est la hauteur, le niveau d'altitude et puis le temps passé à cette altitude-là. L'altitude reste important dans la performance, quel que soit le type de course, mais peut-être un petit peu moins, moi j'ai tendance à dire peut-être un peu moins en ultra que sur des courses un peu plus courtes, parce que une des raisons, c'est que la VO2 max reste importante en ultra, mais elle compte moins malgré tout. Donc la VO2 max, c'est la puissance du moteur, j'en ai parlé pour Kylian en disant que ça c'est vraiment quelque chose qui l'a aidé. Ouais. Et donc puissance du moteur, pour ceux qui sont néophytes ou... Ouais, c'est le sport, c'est ça justement, c'est la VO2 max, c'est-à-dire la capacité à consommer une grande quantité d'oxygène par minute. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est avec cet oxygène qu'on va produire de l'énergie. Donc plus on est capable c'est pas juste ventiler, c'est pas juste respirer l'oxygène, c'est aussi le transporter dans son sang et puis le consommer au niveau de ses muscles. Donc il y a toute une étape, une succession d'étapes qui aboutissent à la consommation réelle d'oxygène par les muscles, hein, en particulier les muscles des jambes, puisqu'on parle de course à pied. Et ça, ce sont des choses qui comme
toujours, qui s'entraînent, mais qui sont pour le coup très fortement dépendantes de ces gènes. Et c'est là où Kylian a été bien doté par la nature, parce que lui, il a une grosse VO2 max qu'il a entraîné par ailleurs. Et cette VO2 max peut être améliorée aussi par l'altitude, et en particulier parce qu'on va augmenter, notamment pour des gens qui ont des niveaux de transporteurs de l'oxygène, hein, qui sont les globules rouges faibles. Eh bien, on peut avec l'altitude améliorer un petit peu ça. Et donc améliorer sa performance. Mais comme la VO2 max, c'est-à-dire la puissance de ce moteur, est moins importante sur l'ultra que sur le court, alors on peut se dire que l'altitude est un petit peu moins importante sur le très long, mais elle reste un paramètre parmi d'autres, une des méthodes d'entraînement que l'on peut utiliser et que l'on doit utiliser si on veut tout optimiser. Les battements de cœur de quelqu'un qui fait de l'ultra trail, ça doit être autour de 50, entre 40 et 50 ou quoi? Au repos, tu veux dire? Ah ouais. Au repos, non, c'est même plutôt autour de 30. Autour de 30? Ils font biper toutes les machines s'ils vont à l'hosto. Exactement. Ouais, 30, 35, c'est pas si... Alors 30, c'est un peu exceptionnel, mais 35, moins de 40, en tout cas, c'est pas du tout exceptionnel. D'accord. Et à l'effort, ils montent à combien alors? Alors à l'effort, ils ne montent pas forcément très haut, déjà parce qu'ils ne font pas forcément beaucoup d'efforts très intenses. Et puis le fait de faire énormément d'endurance va limiter justement la fréquence cardiaque maximum. Donc ils ont plutôt des fréquences cardiaques maximales qui sont relativement basses. De l'ordre de? De l'ordre de, ça dépend de l'âge, donc ça dépend s'ils sont jeunes ou pas, mais de l'ordre de 100, ça peut descendre, ça peut être aussi bas que 170 par exemple, ou 175, qui est très bas pour une fréquence cardiaque maximale. Est-ce que tu as des anecdotes, des gens qui n'ont pas nécessairement été des champions, mais des histoires de courses qui t'ont inspiré ou qui t'ont fait faire des déclics? Je dis waouh, ça c'était intéressant, ou des choses mémorables dans les ultra trails dont tu as été témoin ou dont tu as entendu parler. Des histoires pour nous faire rêver. Ouais, des histoires. Alors, c'est pas des histoires qui font forcément rêver, qui peuvent faire un peu peur ou qui sont pas, comment dirais-je, il faut pas s'en inspirer. Mais il y en a plusieurs. Je peux te dire par exemple qu'un des coureurs, quand j'ai fait ma première étude scientifique sur l'UTMB, j'avais pour à peu près le même niveau de performance un coureur qui s'entraînait à peu près 25 à 30 heures par semaine et un autre qui s'entraînait 3 heures par semaine. Et ils ont fini à peu près dans le même temps. Donc voilà, et ça montrait aussi, mais encore une fois, c'est pas à conseiller, que l'on peut terminer l'UTMB en s'entraînant 3 heures par semaine. Et je pense qu'il me mentait pas, je le connais, c'est devenu un ami. Je pense qu'il exagérait pas quand il disait ça. C'était quelqu'un que je connaissais un petit peu sa vie professionnelle par ailleurs. Mais plus blessé à la fin ou quoi? Enfin, après? Pas forcément, c'est quelqu'un qui était très, très solide, voilà, et qui a réussi en tout cas à terminer plusieurs UTMB en s'entraînant très très peu. Et ce qui vient un petit peu démystifier l'effort ou l'exploit que représente un UTMB. Donc je sais que les gens n'aiment pas en général que je parle comme ça parce que justement souvent on est fier et à juste titre, hein, il y a de quoi de terminer une course aussi exceptionnelle que ça, mais c'est pour ça que, enfin, pas pour cette raison-là en particulier, mais c'est un des éléments qui me fait dire que oui, tout le monde est capable de terminer l'UTMB. Et je répète, c'est important que je ne conseille pas de s'entraîner 3 heures par semaine quand on est inscrit à un UTMB. Il faut le préparer comme il faut. Ou un 100 miles, on ne va pas toujours parler que de l'UTMB quand même, ça reste la course phare. Et voilà, ça c'est une première anecdote. En tout cas, c'est une bonne leçon que se comparer n'a pas beaucoup de sens finalement. Oui. C'est ça. Je crois que d'ailleurs tous les grands champions finissent par le dire, on se bat envers soi-même et pas avec les autres. Ouais, on est toujours content quand on se tire la bourre, me disait François Den avec Kylian Jornet. Ils aiment bien, on dit oh la presse aime bien nous mettre un peu rivaux, mais en fait on est potes et on adore ça. Voilà, se challenger un petit peu. Parce que je crois que ces grands-là ont compris qu'effectivement faut pas se comparer, ça n'a aucun sens in fine. Et puis une deuxième anecdote, c'est par rapport à la privation de sommeil assez majeure, pas sur des formats 100 miles, mais sur des formats plus longs, de type Tour des Géants. Et moi, je l'ai vécu personnellement, puisque j'ai participé au premier Tour des Géants en 2010. Donc je sais ce que c'est qu'une vraie privation de sommeil majeure. C'est-à-dire j'ai dormi 2h40 pendant 87 heures, les 87 heures qu'ont duré la course. Et donc avec des hallucinations, alors qui peuvent arriver plus tôt que ça, mais moi qui étais des vraies hallucinations
C'était pas des hallucinations au sens commun du terme, c'était plutôt je savais pas si je courais ou si je rêvais que je courais. Et ça a duré pendant 1 heure, peut-être un peu plus, jusqu'à ce que j'arrive dans un refuge où je me resynchronise en fait et que je me dise, ben non, finalement, c'est la vérité. Mais il y avait un tel décalage entre ce que je vivais et puis ce que je pensais vivre, c'est-à-dire que je m'étais mis un peu, alors c'était pas à la montre, mais j'imaginais arriver au refuge dans un certain laps de temps, et puis je voyais que j'y arrivais pas, que j'y arrivais pas, que j'y arrivais pas, et je me disais bon c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, il y avait une réelle dissonance, voilà, et donc dissonance cognitive, et donc du coup je me suis dit bah si ça se trouve tu es en train de rêver que tu cours, et quand je suis arrivé au refuge, bah, je me suis rendu compte que en fait non c'était bon, je courais vraiment, et du coup toujours sur la privation de sommeil, l'année d'après un des collègues qui était aussi troisième de la course a dormi encore moins que moi je pense, et pour le coup lui il n'est pas allé au bout, il était tellement en privation de sommeil qu'il a dû donc déjà, un premier choix incroyable qui montre à quel point le cerveau peut être très très perturbé quand on dort si peu et qu'en plus on fait des efforts, puisque c'est pas seulement la privation de sommeil, c'est les efforts qui sont associés à ça. Il avait 3 heures d'avance, je crois, sur le quatrième, et il aurait pu dormir facilement 1 heure et repartir, mais il a fait le mauvais choix de repartir tout de suite. Et 2 kilomètres après, il s'est couché sur le chemin. Et ça arrive jamais. Dans d'autres sports, tu peux, sauf si tu fais un infarctus ou un coup de chaleur, mais tu peux pas, tu t'en arrives toujours à continuer un petit peu mais lui, il a pas pu. C'est-à-dire qu'il a sorti sa couverture de survie et il s'est couché sur le chemin. Et l'anecdote, c'est qu'il m'a appelé. On se connaissait un petit peu. Il m'a appelé il m'a laissé un message et c'était déjà tard dans la nuit. Donc moi, j'ai eu le message que le lendemain. Et quand j'ai écouté le message, je me suis dit, il est mort. J'étais certain qu'il était mort. Et en fait, il a eu de la chance. J'ai effacé malheureusement depuis le message, mais je l'ai fait écouter à plusieurs personnes. Et heureusement pour lui, il était pas en altitude, il faisait beau, il faisait pas froid, etc. Et donc les secours ont pu aller le chercher. Mais en tout cas, il était incapable de faire un pas de plus. Et donc voilà, c'est un des cas où la chasse d'eau, qui normalement a cette réserve de sécurité qui nous empêche d'aller trop loin dans l'effort, ce qui évite que la chasse d'eau déborde, hein, ben là, lui, la chasse d'eau, elle avait débordé pour de vrai. Alors, il n'en est pas mort, mais il aurait pu. Voilà une autre anecdote. Donc là, il était vraiment allé loin, et on fait les mauvais choix. D'habitude, on a quand même notre cerveau qui nous protège. Et là, c'était vraiment la chaleur. Ouais. La chaleur peut aussi faire ça, mais là, dans ce cas-là, c'était la privation de sommeil qui peut vraiment nous mettre la tête à l'envers, comme on dit. Oui, oui, tout à fait. La tête, à un moment, ça ne sert plus à rien non plus, hein. Bah, je veux dire, c'est vrai que parfois, c'est impressionnant de voir ce que les gens se sont mis dans la tête pour continuer, même quand tout le reste voulait arrêter, quoi. Ça, c'est toujours des belles histoires aussi. Oui, bah, typiquement, tu as dû en entendre parler de cette histoire qui est assez extraordinaire. Ça a donné lieu à un film dont le nom m'échappe, mais ce jeune qui est resté coincé dans un canyon aux États-Unis et qui n'arrivait pas à se dégager, et qui a attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis au bout d'un moment, personne venait le chercher. Et il en était rendu à se couper lui-même le poignet pour pouvoir, avec un tournevis pas très bien aiguisé, pour pouvoir se dégager. Et donc voilà, quand la survie est en jeu, effectivement, le cerveau est capable de faire des choses comme ça. Et c'est pour ça que en conditions normales, quand on est, y compris même quand on est très motivé pour une course, en fait, c'est vraiment, quand on dit c'est la tête qui commande, ça veut dire ça. C'est-à-dire que la tête n'est rien si elle n'a pas un organisme solide. On peut pas travailler le mental, ça n'a aucun sens si on travaille pas le physique en même temps. On peut pas gagner une course au mental, ça c'est pas vrai. C'est avant tout le physique, et le mental mais au final c'est quand même le mental qui décide de nous faire ralentir, et c'est le mental qui décide, en tout cas sur les disciplines d'endurance. Sur les disciplines plus courtes, c'est un peu différent, mais sur les disciplines d'endurance, c'est le mental qui nous dit, ben là tu vas ralentir, ou tu vas t'arrêter, et tu vas lâcher. Et on a toujours cette réserve de sécurité qui nous empêche d'aller trop loin. La seule façon, mais évidemment c'est un peu compliqué à étudier d'un point de vue scientifique, la seule façon de vérifier ça, c'est de se mettre en danger de mort. Et là, effectivement, on peut éventuellement aller jusqu'à faire des choses comme ce jeune-là qui s'est coupé la main. Et voilà. Ouais, c'est dingue, hein.
J'ai des questions de mes petites filles pour toi. Je leur demande toujours de s'intéresser à mes invités parce que je trouve qu'elles ont toujours des questions auxquelles nous, on ne penserait pas. Et puis, c'est une manière aussi de les éduquer autrement. Donc, je te présente les questions d'Amandine, 8 ans. C'est quoi le plus important pour courir longtemps? C'est quoi le plus important, Amandine, pour courir longtemps? C'est un petit peu ce que j'expliquais à ta maman, c'est d'avoir les bonnes capacités pour ça. C'est-à-dire que si ça se trouve, toi, tu es doué pour courir vite ou tu es doué pour courir longtemps. Naturellement, c'est dans tes gènes. Donc ça, il faut regarder, si tu veux le savoir, il faut regarder par exemple ce que fait ta maman et ton papa. Si ce sont des gens qui aiment courir longtemps, il y a des chances que tu sois un petit peu doué pour ça. Si ce sont des gens qui aiment plutôt les sports où on va très vite, le sprint, eh bien peut-être que c'est un peu l'inverse, que tu seras moins doué pour les efforts longs, mais que tu seras un peu plus doué pour les efforts courts et explosifs. Voilà, et puis après, c'est comme on en discutait aussi avec ta maman, c'est est-ce que tu aimes t'entraîner longtemps et ça, tu le sauras, c'est pas la peine de le faire déjà à 8 ans, il faut le faire plus tard. On va pas commencer à courir longtemps à 8 ans, au contraire, il faut chercher à t'amuser et à développer, faire le plus de sport possible pour être le plus débrouillé dans un maximum de qualité physique et de qualité motrice. Et quand tu seras plus âgé, si tu as envie de faire du sport d'endurance, eh ben tu sauras si ça, tu seras naturellement attiré vers ça si tu es aussi un petit peu doué pour ça. Moi, je crois beaucoup à ça. D'accord, merci. Et maintenant, la question de Valentine, 10 ans. Bonjour, est-ce que tu as des astuces pour moi pour courir? Des astuces? Elle commence à courir avec nous et puis elle fatigue assez vite, elle fait des très longues foulées. Alors, les Ouais. petits trucs. Les astuces pour courir. Alors ça, il faudrait que je la voie un petit peu. C'est toujours mieux quand ça vient pas des Ouais, parents. il faudrait que je la voie courir pour pouvoir éventuellement lui conseiller potentiellement de changer sa foulée. Mais globalement, faire effectivement des petits pas. Si elle fait des trop grands pas, ça peut être une petite astuce. Utiliser, alors ça c'est plutôt une astuce pour tes parents, pas la peine d'utiliser des super chaussures high-tech, etc. Des chaussures les plus simples possibles seront les meilleures. Et puis là aussi c'est plutôt pour tes parents, t'emmener courir sur des endroits où il y a plein de choses à voir pour que le temps passe plus vite et plutôt que de tourner sur une boucle dans un parc. Si vous avez la possibilité, allez dans la nature, si vous avez la chance de croiser des animaux et qu'il y a plein de choses à voir, et bien, il y a des chances que tu aies plus envie de courir que si on te force. Bon, j'ai pas l'impression que ça soit le style de ta maman de te forcer à courir, et j'espère que c'est pas le cas à 10 ans, mais voilà, il faut que tu aies envie de le faire, et ça peut être une bonne solution pour ça, c'est de regarder un peu ce qu'il y a autour de toi. Oh bah super, merci pour elle. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien dans le sport, que tu observes de si près, ou des choses que tu dis souvent aux athlètes que tu suis? Une citation, non, pas particulièrement. Non, ce que j'aime bien dire, c'est qu'effectivement, on est donc, mais j'ai déjà un petit peu dit, on est tous faits pour quelque chose et donc il faut respecter un peu sa génétique, en tout cas si on veut être performant, et que on est tous capables de faire des efforts, même si on n'est pas forcément doué pour ça. En tout cas, moi je me bats contre le fait de dire que faire un UTMB par exemple c'est un exploit. Pour moi ça paraît un exploit essentiellement parce qu'on est dans une société où le moindre effort physique paraît démesuré. Depuis 70 ans, on a tellement diminué notre niveau d'activité physique de façon collective, hein, pour les raisons que l'on connaît. Tous les transports se font de façon passive maintenant, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques décennies en arrière. Ce qui fait qu'on est devenu très mauvais, hein, c'est-à-dire qu'on a des capacités physiques qui ont diminué, y compris chez les enfants. C'est ça qui est encore le plus inquiétant, mais c'est évidemment vrai chez les adultes. Je parle même pas des problèmes de surpoids, d'obésité, etc., mais ça va avec. Et donc, si on a l'impression que ces efforts très longs sont des efforts surhumains ou extrêmes, c'est avant tout, de mon point de vue, parce que on n'est plus du tout apte physiquement, collectivement, à faire ça.
Et en d'autres termes, l'UTMB aurait paru beaucoup moins difficile à nos aïeux qu'à nos contemporains. C'est pas une citation, mais c'est une réflexion. Ouais, c'est sidérant. J'avais lu un truc, c'est quoi, en 50 ans? Ouais. 50 ans, je ne sais pas si même pas 45% de nos capacités physiques, on avait diminué ça de autant. Ah bah, justement, le développement des transports, être énormément assis devant un écran où tu bouges même pas la tête à la limite. Ouais, chaque décennie, les lycéens, les collégiens perdent une grande partie. Quand on compare les qualités physiques des enfants et des parents au même âge, chaque génération, on a une diminution de ces qualités physiques et c'est en partie lié au fait que globalement la courbe de poids augmente, mais pas que, c'est les deux. C'est une moins bonne alimentation et un niveau d'activité physique qui diminue. Et c'est pas le confinement qui a amélioré les choses. Mais c'était bien avant ça, c'était vrai bien avant le confinement. Là, il faut que j'ouvre une parenthèse. Toute personne ayant des capacités physiques normales peut finir l'UTMB. Ce message, je veux vraiment que tu l'entendes. La sédentarité nous tue à petit feu, je te l'ai déjà dit dans le podcast, je te le répète aujourd'hui, et une étude récente faite par un cardiologue, le docteur François Carré, et relayée début février dans les médias, prouve en effet qu'un ado n'est plus capable de courir aussi vite qu'il y a 35 ans, et il y a 35 ans, c'était déjà pas terrible. Donc dans cette étude, le lien est bien sûr dans les notes, on nous dit aussi qu'en somme, les ados sont en moins bonne forme que des personnes actives de 65 ans, et ça continue à se dégrader. Je cite, nos collégiens de 15 ans préparent leur infarctus du myocarde à 30 ans, nous dit le professeur Carré. Du côté des adultes, on le sait, nous restons de plus en plus assis et c'est pas follement top non plus. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, considère la sédentarité comme un problème de santé publique mondiale qui entraîne à sa suite une joyeuse bande, voyez plutôt, augmentation du risque d'obésité, des maladies cardiovasculaires, de diabète, de dépression, d'anxiété et de cancer. 3,2 millions de décès lui sont imputés chaque année sur la planète. Bref, si tu te tâtais encore, c'est le printemps. Vas-y, sors, marche, cours, fais ce que tu veux, mais bouge. Avec tes enfants d'ailleurs si tu en as. Et si tu choisis une activité outdoor, c'est bingo. Les bénéfices pour la santé mentale et physique n'en sont que plus intenses. Fin de la parenthèse, prends soin de toi. En plus, c'est fun. Dans le monde de l'ultra, quels sont les conseils ou avis que tu entends souvent et qui sont erronés? Surtout pas écouter. C'est de s'entraîner beaucoup alors qu'on n'a pas forcément le passé sportif ni les conditions de récupération pour le faire. Donc là on va un peu droit dans le mur, c'est-à-dire qu'à un moment donné je pense que si on n'est pas dans les bonnes conditions pour préparer un ultra, il faut tout simplement reporter son projet. C'est pas la peine quand on a 4 enfants en bas âge, un métier prenant, etc., de vouloir absolument préparer l'UTMB. Peut-être que ça viendra plus tard quand les enfants seront grands, etc. Mais c'est quand même prendre le risque de se mettre un petit peu dans le dur. Et souvent, enfin pas souvent, mais j'en sais rien, mais en tout cas ça peut être pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire simplement justement pour pouvoir dire j'ai terminé l'UTMB et donc checker ça sur ma to-do list. Je crois pas que ça soit moi j'ai un peu du mal avec ce type d'approche. Donc il faut être dans des bonnes conditions quand on veut préparer ça. Les autres choses c'était quoi la question, qui sont Des conseils à surtout pas suivre, qu'on entend souvent, mais surtout, attention. On entend tellement de choses qui sont fausses qu'il y en aurait beaucoup. Laquelle choisir? Laquelle choisir, ouais, c'est ça. C'est le plus d'entraînement est le mieux. C'est vrai que statistiquement, c'est vrai, mais simplement parce qu'en général, ceux qui sont de haut niveau ont les meilleures conditions pour s'entraîner, donc s'entraînent, et on voit un plus grand passé, donc s'entraînent plus. Mais voilà, c'est un peu comme l'histoire de la vitesse et de la longueur de la foulée. Effectivement, ceux qui vont le plus vite ont les plus grandes foulées, mais c'est pas parce qu'on va augmenter sa longueur de foulée qu'on va aller plus vite. Parfois c'est juste des corrélations, mais sans aucune corrélation de causalité entre les deux. Donc ça peut être un autre exemple effectivement de dire sur la technique, changer ta technique absolument, alors que souvent on est quand même assez bien
soi-même capable de juger ce qui est la bonne technique. Et puis, alors on l'entend un petit peu moins maintenant, mais l'utilisation des bâtons en ultra, par exemple, ça vaut pas le coup de prendre les bâtons parce que Kylian Jornet, bon, il se trouve que maintenant ils les utilisent nouveaux, mais à l'époque, les utilisaient pas. Et donc vouloir copier ce que font absolument les champions, encore une fois, sans réfléchir et sans se demander pourquoi ils le font, ça n'a aucun sens. Donc oui, si vous faites de l'ultra et que c'est autorisé, prenez les bâtons et ça va vous protéger, ça va vous améliorer votre performance et économiser vos genoux. Bon, voilà, on pourrait en citer plein des exemples comme ça. Donc bien se renseigner auprès de vrais spécialistes, c'est parfait. Ou acheter un bon livre qui s'appelle Ultra Trail, plaisir, performance et santé. Ça, c'est la meilleure. Ouais. Ah, ben voilà. Je plaisante. Non, il n'y a pas de problème. J'aime bien de toute façon mettre en avant le travail de l'invité, donc il n'y a pas de souci. La référence est prise, je la remettrai même dans les notes de l'épisode pour ceux qui ont envie de trouver ce livre qui m'intéresserait bien aussi d'ailleurs, qui est paru aux éditions Outdoor Édition. Outdoor Édition. J'aime beaucoup ce nom. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Non, écoute, je pense qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. Le livre fait 400 pages, donc on ne peut pas parler de tout en 1 heure. Mais ouais, on a abordé déjà un grand nombre de sujets. Moi, j'aime bien parler du sommeil. J'aime bien replacer l'effort que représente un ultra dans son contexte, et notamment dans un contexte comment dirais-je, sociologique avec un petit S, de dire voilà, c'est pas parce qu'on fait l'UTMB qu'on est un surhomme. C'est peut-être que les autres sont en train de devenir alors je vais pas utiliser des termes comme ça parce que c'est risqué, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas où il y a vraiment besoin, même si c'est pas tout à fait le débat du jour, malgré tout ça l'est un petit peu, justement pour ça, c'est-à-dire que il y a vraiment un fort besoin de remettre nos contemporains à l'activité physique. Et du coup, si tout le monde se remet à l'activité physique, ils se rendront compte que finalement, l'UTMB, c'est pas si difficile que ça. Ça te l'a bien expliqué. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs. C'est ça que je me dis vraiment tant que. Mais c'est dur, hein, c'est vraiment difficile. Tu te lèves, ça y est, t'as un travail de bureau, tu es devant ton ordinateur. Après, faut courir. Souvent en voiture. Bon, moi, heureusement, c'est à vélo, chercher les enfants à l'école, revenir. Là, tu t'assieds pour faire les devoirs. Je suis pas en train de culpabiliser les gens. Hein, c'est pas du tout ça. C'est plutôt les politiques qui sont en cause. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites. Et qui aurait même du sens d'un point de vue économique. C'est pas uniquement pour le bien-être, évidemment. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient en meilleure santé et soient plus heureux. Mais même d'un point de vue économique, ça aurait du sens. Sauf que c'est sur des visions politiques à long terme. Et ça, malheureusement, nos politiques, quel que soit le pays, c'est quand même pas des champions pour ça. À quelques exceptions près. Bon bref, c'est un autre débat, mais moi, ce qui me rend dingue, c'est vrai, c'est les enfants à l'école qui bougent tellement peu. Et à qui on reproche parfois de ne pas tenir en place sur leur chaise. Je dis, mais heureusement, ça veut dire qu'ils sont normaux, pardon. Mais non, je trouve que vraiment, il faudrait vraiment faire bouger les enfants beaucoup, beaucoup plus. Déjà nous, mais en plus eux, je trouve que c'est inhumain. C'est la période de la vie où ils doivent vraiment bouger et pas rester assis, même si c'est très important qu'ils apprennent. Il y a moyen d'apprendre autrement. Autre débat, comme tu dis. On est bien d'accord. Quelles sont les choses sur lesquelles tu vas travailler dans les prochains mois ici? Quelle est ton actualité? Alors, mon actualité, c'est outre effectivement le suivi des athlètes Salomon. Donc ça reste une activité annexe pour moi. Mon travail principal, c'est mon travail de professeur de physiologie de l'exercice à l'Université de Saint-Étienne. Et donc de plus en plus, on travaille sur alors moi, ma spécialité, c'est la fatigue. Et de plus en plus la fatigue pour le coup des patients. Donc des patients qui ont des maladies, souvent des maladies chroniques. Donc on est en train de travailler sur par exemple une solution digitale pour remettre les gens à l'activité physique, que ce soit les gens sédentaires d'ailleurs ou les personnes atteintes de maladies chroniques. Et puis voilà, comment essayer d'améliorer la prise en charge et notamment via l'activité physique. Donc ça rejoint tout à fait la discussion que l'on vient d'avoir sur le niveau d'inactivité et de sédentarité de nos contemporains. Et voilà, c'est une des conséquences de ça, outre le mal-être et le niveau catastrophique des qualités physiques, c'est la fatigue. Parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, le moins on est actif et le plus on est fatigué. Et donc l'activité physique est un des moyens de diminuer la fatigue chronique. Et voilà, c'est sur ces sujets-là que je travaille en ce moment. Depuis quelques années déjà, mais il y a tellement à faire dans ce domaine que voilà, donc on a plusieurs... Croisant une insomniaque chronique, je serais très intéressée. Alors le sommeil, c'est une partie seulement du problème. Et puis à côté de ça, j'ai quand même des activités qui sont plus en lien avec ce que je fais avec Salomon, mais d'un point de vue universitaire, j'aime bien quand même travailler sur la course à pied, sur l'athlète, c'est pas seulement chez les patients.
Alors, ceux qui sont intéressés par le fait de suivre ton travail, ben, je vois que tu es présent sur LinkedIn. Il y a le livre. Un site internet aussi, kinésiologie.com. Je les remettrai bien dans les notes de l'épisode et comme ça, ce sera facile de te retrouver pour ceux que ça intéresse et il y en aura certainement. Ben voilà, un grand merci pour ton temps aujourd'hui. Eh ben, avec plaisir. C'était très intéressant. Merci pour tes questions. Au revoir. Si après cet épisode, tu n'as pas envie de bouger plus, je comprends pas. Si toi qui m'écoutes, tu es déjà trailer ou ultra-trailer, ou tout autre sport d'ailleurs que tu pratiques régulièrement, alors je te salue avec toute l'admiration qui t'est due, bien sûr, et encourage tes potes à faire de même. Le livre dont j'ai parlé avec Guillaume Millet, c'est l'Ultramarathon Man de Dean Karnazes, j'ai vérifié le nom. Je te le conseille vivement, c'est à mourir de rire, ainsi que le livre de Guillaume Millet, bien sûr, en toute transparence, je ne l'ai pas encore lu, mais mon petit doigt me dit que c'est une belle référence pour tous les ultra-trailers aspirants ou confirmés. Tu trouveras le lien direct dans les notes pour le découvrir. Merci encore à Guillaume Millet pour son temps et son savoir qu'il nous a partagé avec générosité. Merci à toi qui m'écoutes. Tes oreilles m'aident à planter des arbres, comme tu le sais si tu m'écoutes régulièrement. Elles m'ont permis de planter plus de 1500 arbres depuis le début de Storylific qui va fêter ses 3 ans ce mois. Alors si l'épisode t'a plu, partage-le, cela ne coûte rien et fait vraiment la différence pour le podcast et son projet de reforestation. Merci. Merci aussi à S Adventure pour son soutien continu à Storylific. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode sur, je sais pas, le mystère est entier pour moi aussi. J'ai plusieurs enregistrements en boîte et j'ai pas encore décidé lequel je choisirai pour la prochaine fois. Pas impossible qu'on aille faire un petit tour en mer, tiens. Alors, à bientôt. C'est une très bonne idée, les questions de tes filles. C'est original. Ça me fait penser à l'émission c'est ça qui était inspiré d'ailleurs, l'émission de France Inter, la Maman les petits bateaux. Non, j'ai été inspirée personne, c'est juste que j'ai 2 petites filles. Je cherche sur Maman les petits bateaux. France Inter, ça fait 15 ou 20 ans qu'il y a une émission où c'est justement des enfants qui posent des questions à des invités comme ça. Donc ça ressemble exactement au type de questions qu'on posait tes filles. Mais oui, j'ai déjà entendu ça, je me souviens, un long trajet en France. Ouais. J'étais tombée là-dessus et c'était bien intéressant.